Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire de présentation des technos et expertises proposées dans le cadre du Hacatech. Donc pour rappel, le Hacatech, c'est un marathon d'innovation en sciences du numérique qui vise notamment à impulser des nouveaux projets de start-up autour des technos et expertises INRIA. Le but de ce webinaire, c'est de faire émerger chez vous des idées de start-up à partir des technos présentés, ou de conforter, questionner vos idées, les idées que vous avez déjà, et que vous vous appropriez un peu ces technos pour les comprendre et comprendre leurs enjeux business. Donc aujourd'hui, la thématique, c'est la robotique déformable. C'est, comme son nom l'indique, une robotique qui va utiliser des matériaux déformables ou souples pour créer des robots capables de réaliser des trajectoires complexes. Et chez INRIA, c'est l'équipe Defrost qui est spécialisée sur ce sujet. Donc chez Defrost, ils travaillent à la fois sur la conception des robots, mais aussi sur le logiciel de modélisation SOFA. Et vous allez vous découvrir qu'ils font également intervenir de l'IA dans leurs simulations. Donc Étienne et Kay sont tous les deux doctorants chez Defrost et vont nous présenter leur sujet. Donc Étienne, je te laisse la parole pour la première partie de cette présentation. Du coup, alors moi, je suis Étienne Ménager, je suis doctorant à l'équipe Defrost et aujourd'hui, je vais vous parler de soft robotique, de SOFA et de SOFA Gym. Ça veut dire plus l'aspect simulation des technologies qu'on développe à Defrost. Alors, la première question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que c'est la robotique et quels sont les challenges de la soft robotique? Alors, pour ce faire, on va essayer de comparer un petit peu, voir un peu les points forts de la robotique classique et les points forts de la robotique déformable. Lorsqu'on regarde des robots classiques, on se rend compte que la grande difficulté qu'on a, c'est avec les interactions avec l'environnement. Par exemple, si on a un environnement qui est fragile, les parties rigides de notre robot peuvent endommager cet environnement et on voit qu'on a des limitations au niveau de l'interaction entre robot et l'environnement. Le point fort des robots classiques, c'est qu'il est facile de les modéliser, donc facile de les contrôler. D'un autre côté, on a les robots déformables qui, eux, sont très forts en tout ce qui est interaction. Le corps souple du robot peut rentrer en contact avec un environnement, par exemple, qui est fragile sans le détériorer, mais il est plus difficile de modéliser ou de ce type de robot. Alors, chez Defrost, on s'intéresse à la thématique des robots déformables et on s'intéresse à la modélisation et au contrôle à travers la simulation. Dans une simulation, on a un robot virtuel qui interagit avec un environnement. Et en fait, les outils de simulation, ça nous permet d'avoir des simulations numériques qui sont précises. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir facilement et avec précision simuler la déformation du robot. Et on va pouvoir également simuler les interactions entre le robot et un environnement qui est déformable ou qui est rigide. La simulation permet de préserver des ressources. Ça veut dire qu'en fait, on va avoir plusieurs avantages à faire les calculs en simulation avant de passer sur des robots réels. Par exemple, on va avoir l'avantage de la rapidité, puisque en fait, on a des simulations qui tournent plus vite que le temps réel. Donc, on peut faire plein de choses en simulation alors, qui prendraient beaucoup plus de temps avec un robot qui n'est pas dans la simulation, donc un robot réel. On va pouvoir limiter les coûts de développement, puisqu'en fait, on va pouvoir tester nos idées en simulation, tester différentes formes, différents actionnements, etc., avant de devoir les fabriquer réellement et de les mettre sur un robot réel. C'est-à-dire qu'on peut faire nos essais-erreurs en simulation. On a juste besoin d'un ordinateur et de notre logiciel de simulation. Et après, une fois qu'on a tout travaillé en simulation, on peut passer sur un robot réel et donc on limite le coût de développement sur un robot réel. On peut également faire du prototypage virtuel. Et donc, ça permet, par exemple, de tester les différentes idées qu'on peut avoir sur des robots souples. Et on peut également tester nos robots quand ce n'est pas possible de le faire en réalité. Donc, c'est surtout dans des questions médicales où parfois on veut entraîner un robot, par exemple, à naviguer dans des artères. Et donc, on ne peut pas le faire sur des patients avec un robot réel. Un avantage chez Defrost, c'est que tout le code qui permet de faire la simulation est en open source. Donc, ça veut dire que c'est le code, c'est le logiciel SOFA avec différents plugins, c'est-à-dire différents ajouts qui permettent de traiter des cas spécifiques comme les robots souples. Et donc, tout est open source. Ça veut dire que toute personne qui veut travailler sur des robots souples peut utiliser ce code et peut faire les simulations qu'il a envie de faire. Une fois qu'on a notre simulation et donc notre modèle robotique, on peut chercher à contrôler notre robot. Et pour ce faire, on va utiliser un modèle inverse. C'est-à-dire qu'on va avoir notre modèle robotique en simulation,
on va choisir une position finale ou un objectif que le robot doit réaliser, et le modèle inverse va nous permettre d'obtenir, qui permet d'atteindre cette position désirée. On va pouvoir faire du contrôle dynamique, c'est-à-dire que pour n'importe quelle structure déformable qui est actionnée, on va pouvoir trouver un contrôle pour atteindre une certaine position en des notions de performance. Donc, par exemple, ici, on a un robot qui s'appelle le robot trunk, donc c'est une sorte de trompe qui peut se déplacer, et l'objectif, c'est de suivre la petite boule blanche. Donc, à gauche, on est en simulation, et à droite, on a un robot réel. Et on peut voir que on définit, donc le robot suit bien la trajectoire donnée par l'objectif, il peut même interagir avec des obstacles. Et ce qui est bien, c'est que tout ce qu'on fait en simulation, on peut le transférer sur le robot réel, et on voit qu'on a le même comportement, que ce soit en simulation ou avec le robot réel. Donc, j'ai présenté différentes choses, c'est-à-dire la simulation, tout ce qui était contrôle et inverse. Et ce qui est intéressant, c'est que ces outils ne servent pas seulement au moment où on est derrière notre ordinateur, mais ils peuvent servir aussi lorsqu'on a notre robot réel pour faire différentes tâches. Donc, c'est-à-dire qu'ils servent à la fois pour le design du robot, mais aussi pour l'utilisation du robot. Donc, par design, par exemple, on peut imaginer qu'avec la simulation, on cherche la forme du robot, la taille du robot, on cherche les différentes parties du robot pour atteindre certaines performances. On peut chercher aussi l'espace de travail avec notre modèle inverse, on peut valider des comportements, on peut faire du test, on peut chercher des lois de contrôle. Et une fois qu'on a designé notre robot, on peut construire le robot et continuer à utiliser les outils de simulation ou de modèle inverse, par exemple, pour nous aider lors de l'implémentation de la commande, pour nous aider à trouver des trajectoires qui sont atteignables par le robot, ou pour estimer la position ou les forces qui s'appliquent sur le robot. Donc, on a ces différents outils. Et une application qu'on vient de mettre en place à Defrost, c'est SofaGym, donc qui permet de faire le lien entre intelligence artificielle et robotique. Donc, je présente rapidement deux exemples. Le premier, c'est un robot gripper. Donc, le but de ce robot, c'est d'attraper des objets et de les soulever. Et on voit que le robot apprend par lui-même à réaliser cette tâche. C'est-à-dire qu'on a notre robot, on a 0 commande, et on lui dit juste attrape le cube et mets-le à une certaine hauteur. Et petit à petit, le robot apprend par lui-même à résoudre cette tâche. Le deuxième exemple, c'est un exemple de locomotion. En haut, on a une commande qu'on a définie à la main. Donc, on veut se déplacer, on veut que le robot se déplace ce max horizontal. Et donc, on voit qu'on peut faire une commande à la main, mais elle n'est pas forcément optimale. Et en fait, le but aussi de l'intelligence artificielle, ça peut être de chercher une commande optimale. Et donc, on voit ici que la commande qu'on a appris, elle permet d'aller beaucoup plus vite pour se déplacer max X. Donc ici, c'est deux exemples un peu joués, disons, qu'on a dans l'équipe, mais on peut imaginer différentes applications industrielles. Par exemple, la manipulation automatique d'objets fragiles, puisqu'on a vu que les robots souples sont très bien designés pour interagir avec des environnements qui sont fragiles, qui sont souples, ou comme par exemple les tissus humains. Donc, on peut imaginer un robot qui va apprendre par lui-même à manipuler ce type d'objet. On peut également imaginer la locomotion d'un robot qui va apprendre par lui-même à intervenir lors de catastrophes naturelles. Donc, par exemple, si on a un tremblement de terre avec un bâtiment qui s'est effondré, on peut avoir un robot souple qui peut se faufiler dans les débris et intervenir pour différentes tâches qu'on lui a fixées. Un autre exemple, c'est le transfert d'apprentissage. Donc, ça veut dire qu'on peut faire du design et du contrôle en simulation à l'aide de l'intelligence artificielle, et ensuite appliquer ce contrôle sur un objet réel. Donc ici, on a un labyrinthe qu'on veut chercher à résoudre avec l'intelligence artificielle, et ce labyrinthe, il est actionné par un robot souple, et donc le robot apprend par lui-même à résoudre ce labyrinthe. Ici, dans notre exemple, on veut amener la balle qui est en orange ici, dans le coin supérieur droit. Et donc, on peut se rendre compte que lorsqu'on applique la stratégie qu'on a trouvée en simulation, on peut résoudre également le labyrinthe réel. Donc, on voit ici qu'on est en boucle ouverte, ça veut dire qu'on n'a pas de retour de la réalité. Donc, on peut avoir une petite différence entre simulation et réalité, mais il est tout à fait possible d'imaginer faire le contrôle en boucle fermée, c'est-à-dire avoir un retour du robot réel. Donc là, on voit que petit à petit, on arrive à résoudre notre labyrinthe et on apprend à amener, par exemple, dans le coin supérieur droit. Donc, bientôt.
Donc là, par exemple, on a vu une différence entre simulation et réalité, mais finalement, on arrive à atteindre la position finale. Un autre exemple qui n'a rien à voir avec l'intelligence artificielle, mais qui est un bon exemple d'application de la simulation, c'est l'apprentissage, par exemple, médical. Donc ici, on a quelqu'un qui apprend à faire des opérations à l'aide de deux interfaces haptiques. Et en fait, il va contrôler deux outils dans la simulation qui interagissent avec des organes. Et en fait, là, si on a une simulation qui est fidèle, ce qui est plutôt le cas avec SOFA, ça permet d'avoir un bon taux, donc des feedbacks qui sont transmis à l'apprenant via des interfaces haptiques. Et donc, on peut s'entraîner sur des opérations sans avoir besoin d'avoir du matériau organique en face de soi. Un autre exemple, c'est le planning d'opération. Donc ici, on a l'implant cochléaire. Donc c'est une opération qui vise à amener un tube dans l'oreille. Et du coup, on peut imaginer prévoir l'opération en simulation avant de la réaliser en réalité. C'est un peu tout pour moi sur cette question. Mais je voulais conclure en disant pourquoi choisir SOFA et la soft robotique. C'est parce qu'il y a beaucoup d'applications dans de nombreux domaines. Donc là, on a vu le domaine médical, la locomotion, la manipulation, l'apprentissage. Ça peut être aussi le gaming, si on veut, par exemple, avoir une interface fidèle physiquement. On a la deuxième raison, c'est parce qu'on a des outils qui sont fonctionnels et open source. C'est-à-dire qu'on a une grande communauté. S'il y a le moindre problème, on a toujours des solutions et tout est gratuit. Et un point qui est intéressant, c'est qu'on passe du monde numérique à la réalité avec des robots qui peuvent interagir avec le monde extérieur. Merci pour votre attention. Merci Étienne. Juste une question, par exemple, sur le robot que vous avez créé qui permet de résoudre le labyrinthe. Là. J'imagine que le robot donc, doit s'entraîner pour trouver une solution. Et est-ce que c'est long et combien de temps ça prend à peu près selon la complexité du problème que vous avez? Alors là, on a utilisé des techniques de planning. Donc c'est plutôt court parce qu'en fait, on utilise la simulation comme modèle du monde extérieur. Et du coup, là, c'est pas très long pour apprendre ça. Et la chose qu'on a fait avec le labyrinthe, c'est qu'on a couplé à la fois intelligence artificielle et les outils inverses qu'on a avec l'équipe des Frost. C'est-à-dire qu'en fait, on va juste chercher à trouver l'orientation du labyrinthe qui permet de résoudre petit à petit le labyrinthe. Et après, à partir de cette orientation, on l'utilise comme commande d'un modèle inverse qui permet de trouver la commande de moteur qui nous permet d'avoir ces orientations. Donc, c'est pas très long parce qu'on a un espace réduit de paramètres. Et du coup, le fait de pouvoir, quand vous faites les entraînements des modèles, entre guillemets, sans avoir de robots réels, mais uniquement basés sur la simulation, est-ce que ça vous permet de gagner du temps en faisant énormément d'entraînements à la minute, quoi, alors que sur un robot réel, bah, vous devriez attendre vraiment à chaque fois que le robot ait terminé son action pour passer à la suivante, etc. Est-ce que c'est... Oui, c'est Ouais. exactement ça. C'est surtout aussi, on peut, avec la simulation, faire des calculs en parallèle. Et du coup, en fait, on lance plusieurs simulations en parallèle et on récupère tous nos résultats d'un coup. Et on peut mettre à jour nos modèles. Alors qu'en fait, avec un robot réel, bah, on en a souvent on n'en a qu'un seul. Et du coup, ça prend du temps. Il faut à chaque fois essayer une action, avoir le retour pour voir si cette action était bien et recommencer. Donc, on ne peut pas paralléliser, alors que c'est possible de le faire en simulation. Merci beaucoup, Étienne. Maintenant, Kay va nous faire sa présentation. Donc, ça va être en anglais. Good afternoon, everyone. It's really a great honor to be here today, and thank you so much for having me. My name's Kay, and you can call me Kay, you can call me Willem, whichever you prefer. The topic I'm going to be focusing on today is look ahead to the amazing soft robots. This is actually quite related to my PhD work, so let's get started. So first of all, I will briefly introduce you the concept of robots and the classification. We've got the conventional rigid robots. This is the rigid arm robot arm from ABB, a very famous robots company. And this type of robots can transfer motion, force, and energy through the cooperation of rigid kinematic joints and links. And they've got high speed and accuracy. They've got high stiffness for load bearing, and they work well in highly structured work environments. And also,
we've got the soft robots, or you can call them continuum robots, like the one I'm showing you on the right-hand side. This is a soft trunk robot. This is from E.O. Walker's team at Clemson University. And they can do the same thing, I mean, transfer motion, force, energy, but only through somehow actuating the deformation of its own flexible body. And this type of robots, they've got compliance, they've got adaptability to unknown environments, they've got maneuverability, and they are more suitable for unknown environments or some scenarios where safe human-robot interaction is needed. For the moment, in the field of soft robotics, we mainly have three challenges here. The first one is they are very hard to model, they are very hard to control. Second one is they normally move slowly, and the motion of them is not very accurate. The third one is they are sometimes too soft to bear or resist any mechanical disturbances. So in terms of these challenges, we've got some solutions. In our team, we have an open source simulation software called SOFA, which is dedicated to modeling deformable bodies using finite element method. In my work, I use SOFA to model the studied trunk robot, and based on the model, we developed a fan-based controller to achieve dynamic control. I'm going to show you the video. The first part is trajectory tracking using the dynamic controller. You can see the end effector of the trunk is tracking a sine function here in the space. The second part is about the robustness analysis under temporary disturbance. Actually, the trunk is disturbed by a pen. You can see the trunk can stably trace back to the trajectory, and it works well. The third part is also robust analysis, but under permanent disturbance. The trunk is actually carrying an extra piece of rubber on its body, and you can tell it also works well in this case. So using this proposed method, we can achieve faster movement and more accurate closed-loop control. So in terms of designing the stiffness or controlling the stiffness of the robot, we can fulfill it through creative mechanical design. In our team, we've got in the left picture, this is a compliant trunk robot developed by our team, which has got a spine inside it to maintain some essential stiffness. You can see here. The picture on the right-hand side shows a rigid soft robot arm developed by one of our collaborators, Zhejiang University of Technology in China. They kind of combine the advantages of soft robots and rigid robots together to create a stiffness adjustable robot. That means the robot can change its stiffness while operating, which means sometimes it can maintain very high stiffness to carry heavy payloads, and it can also transform into a very soft one to provide safe human-robot interaction. Next, I'm going to be talking about some applications of soft robots. Of course, like Anton mentioned, it can be used in healthcare. This is the video I'm going to show you about robotic cochlea. This is modeled in SOFA. So the function of it is to help patients to listen better. And the second one I'm going to show you is that the robots are also applicable to some scenario that requires safe human-robot interaction, just like the interaction with an object or with people. Yeah, I just did a very little test on my robot. I can see the trunk robot is trying to grasp the pen.
And then soft robots can also be used as rescue robots to explore some unknown and complex environment, just like the one I'm showing you on the left-hand side. It's a pneumatic reptile robot for complex environments. This is from Harvard. And we also model it in SOFA. And based on simulation, we can decide what to change, what to optimize in terms of the topology or the geometry of the robot. The next one I'm going to be talking about is soft robots can also be used as physical outreach of some intelligent robot for safer human-robot interaction. It's also from our collaborator ZJ UT in China, and they can also serve as an interactive arm for medical use. For example, during the hard time COVID-19, there's absolutely a shortage in medical personnel almost in every country in the world. They can be alternatives to serve the patients and sometimes to protect doctors and nurses from directly facing the patients in some dangerous and contagious environments. The next one I'm going to be talking about is the Volkswagen mobile charging robot. This is a conceptual product design of Volkswagen mobile charging robot for vehicles. You can see the picture on the left-hand side. They actually use a conventional rigid robot as the physical outreach. However, our collaborator proposed using a flexible arm for the same application scenario. So first, the trunk is looking for the hole first, and then it goes into the hole, and then charging the vehicles, and it goes back to the rest position. So the last part I want to mention is that in the field of soft robotics, we're facing so many challenges, and we all know that challenges are always along with opportunities. For example, model and control method, the manufacturing process, the actuation, creative design, or even the integration of different frontier technologies. So there's a lot to do and there's a lot to think about. I'm sure this is going to be a very promising future, either in academic research or business world, because this field has been attracting more and more talented researchers, and more people from academia and markets are getting interested in this field. And that's pretty much about my presentation. And thank you for your time, and thank you for bearing with me. And if you've got any questions, you can ask me. I would be very happy to help. Thank you all. Thank you, Kay. So I have one question for you, Kay. Okay. Is there any difference in terms of cost to produce soft robots compared to like classic robot, because of the materials you use or the time of development? Is there an advantage in terms of cost using soft robotics? Okay. Do you mean price? Oh, okay, the price, the expense, right? Cost or, Yeah. 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 Okay. So I think it could be much cheaper than the conventional rigid robots because we're actually using silicone, and so I'm not quite digging into the market of this area, but from my experience, it could be cheaper. I have another question. Thanks to SOFA, you can control the robot. Yeah. But so you can do it in real time, or it's always you have to program SOFA before and then it is replayed, or you can control the robot in real time thanks to SOFA with like a control remote or the keyboard or. Okay, so in our team we've got some work regarding controlling the robot using SOFA in real time. But for my case, I kind of obtain the information from SOFA beforehand and then implement the information into the experimental testing. So either way, it works well. Okay. So we could imagine, for example, a doctor making a surgery operation. Yeah, exactly. Controlling in real time the robot and seeing what he does with a camera, for example. Yeah. Yeah, it's possible. It's totally possible in the future.
What about energy consumption compared to conventional robots? Do you have any comparison? Comparison between the rigid robots and the soft robots, right? Yeah, I mean, to have a rough idea about this part, yes, energy consumption. Okay. Let me go back to the previous slide. So you're asking the difference between these two types of robots, right? Yes, exactly. For example, if we Okay. take this example, can you expect less energy consumption for this type of robotics? Oh, the consumption, you mean electricity or the power consumption, right? Yes. Okay. For the moment, I haven't digged into the consumption, I mean the power expense of these two types of robots. But from my experience, because soft robots are lighter than rigid robots, so we can expect that the power consumed by soft robots is less than the rigid robots, if you know what I mean. Mm-hmm. It's lighter and it's soft. We don't have to use a lot of motors inside it. We don't have to, you know. Yeah, that is my point. Maybe it's not right. I'm going to dig into it, and maybe I can give you a correct answer in the future or someday. Okay, thank you. I think it's an important feature because you know, if you imagine this as at an industrial scale, it's a very nice feature of soft robots. If they consume less, which is likely the case. Yeah, exactly. It's a very good point because yeah, you know, on the scale of a factory, for example, of course, this might make a huge difference. Yeah, of course. Yeah, one of the major characteristics of soft robots is energy saving because they're lighter. They're lighter than rigid robots. Yeah. Merci à tous d'avoir assisté à ce webinaire et on se retrouve normalement mardi prochain pour le prochain.